Quelles conséquences politiques et techniques après l'attaque de la préfecture de police la semaine dernière? Le débat sur l'immigration, voulu par le président de la République et qui se tient cet après-midi à l'Assemblée nationale. Et puis les ambitions de la France Insoumise, puisque c'est un député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis qui est avec nous ce matin, M. Éric Coquerel. Coquerel, bonjour. Bonjour. Alors, quels enseignements, qu'est-ce que vous demandez après la communication inexacte du ministre de l'Intérieur après l'attaque de la préfecture la semaine dernière? Est-ce que vous demandez sa démission? Parce que beaucoup la demandent. Pas sur ce fait-là, pas sur très ce franchement. fait-là. Pour l'ensemble de son œuvre, oui. Ah bon? D'accord. On l'avait déjà demandé. Pourquoi ça s'ajoute Ça s'ajoute, c'est pas ce qui, entre guillemets, améliore sa situation. Mais j'allais dire que on a été plus frappé par sa gestion des mouvements sociaux, sa gestion de la répression de ces mouvements, par le fait... répression, carrément, vous y allez... Vous trouvez qu'il n'y a pas de répression? Non, moi je pose la question, c'est vous qui parlez. Un mouvement où il y a 2 morts, des centaines de blessés, plusieurs dizaines de personnes éborgnées, des milliers d'arrestations préventives. 2 morts. Oui, il y a eu 2 morts. Il y a eu à des Marseille, morts, bien sûr. À Marseille, cette dame qui était à son balcon. Elle a été tuée par un... De façon indirecte, oui. Par un indirect, vous y allez fort, puisque c'est une grenade de désencerclement qui est, si je me souviens bien, arrive dans son appartement. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le bilan du ministre de l'Intérieur, nous le trouvons problématique, j'allais dire en termes de répression, en termes aussi à certains moments de parler trop vite. Par exemple, que ce soit... Ce qui est peut-être le cas la semaine dernière. Alors, ça, manifestement, c'est clair, il a parlé trop vite. Bon. Pour autant, sur ces affaires où il est possible, on ne sait pas encore avec précision que ce soit un acte terroriste, j'allais dire que nous avons toujours eu comme réflexe à France Insoumise d'abord... Vous doutez encore que ce soit un acte terroriste? Vous doutez encore que ce soit un acte terroriste? On va attendre l'enquête quand même. Oui. D'accord avec moi, on va attendre l'enquête, de savoir exactement ce qui s'est passé. Vous remarquerez qu'entre les premières réactions du ministre et puis ce qu'a expliqué le juge antiterroriste, le procureur antiterroriste, pardon, les choses ont déjà été différentes. Mais il faut par exemple regarder si finalement on n'a pas affaire à quelqu'un qui agit surtout par un acte de folie et qui l'enrobe éventuellement de prétextes liés à la religion. Donc je dis qu'il faut attendre, d'accord. Faut absolument pas exonérer cette question et penser qu'elle n'existe pas, mais il faut attendre. Mais dans tous les cas, dès lors qu'on est face à une affaire, nous, on a toujours eu comme premier réflexe, j'allais dire, de respecter le deuil, surtout quand en plus il s'agit de 4 fonctionnaires de police assassinés de la manière dont on l'a vu. Ensuite, de regarder avec attention et de ne pas se précipiter sur une utilisation politicienne. C'est ce que nous avons essayé de faire. Maintenant, il y a 2 choses, manifestement. S'il se confirme que, comme ça a été expliqué, il y avait des signes de radicalisation qui pouvaient, dans un endroit aussi sensible, nécessiter plus de surveillance, il va falloir rectifier le tir, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que là, ça serait terminé de manière dramatique. Et puis, du côté du ministre, là, ce que je lui reproche le plus, c'est d'avoir parlé trop vite. D'accord. L'islamisme, néanmoins, si c'est révélé, puisque vous n'êtes pas encore certain vous-même. Vous non plus, d'ailleurs. C'est un danger, c'est une menace pour la France. Non plus. Comment? C'est un danger, c'est une menace pour la France, réelle. Il y a 2 choses. Les actes terroristes sont un danger pour la France, d'accord, puisque même si sur le terrain ils ont été très largement vaincus, je parle au Proche et au Moyen-Orient, Daesh a été un danger, d'accord, dans la guerre qu'il a déclenchée, qu'il a déclarée par rapport à un pays comme la France. Donc oui, bien évidemment. Ensuite, je crois qu'il faut toujours, vous savez, dans la manière dont Daesh a agi, c'était moins l'idée de renverser directement l'État français. C'est quelle qu'ait été l'horreur des attentats qui ont été commis, ce n'était pas de nature à renverser, l'État. C'était plutôt de nature à le faire. Ce qu'ils ont essayé de faire, c'est diviser les Français. C'est, j'allais dire, semer finalement une ambiance de guerre civile qui aurait pu jeter des communautés contre les autres. Ça, ils n'y sont pas parvenus. Le moins qu'on puisse dire, il y a une réaction très, très forte qui a été faite par rapport à ça. Et donc, je crois qu'il faut toujours veiller à ça. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent commettre des actes terroristes. Donc, il faudra vérifier que c'est bien le mobile qui a animé le fonctionnaire de police qui a tué ses collègues. Les indices sont nombreux quand même.
dans ce sens-là. On va attendre. Ouais. On va attendre. Mais pourquoi il y a de telles... Non, pourquoi vous mettez mais parce que, si en vous voulez, doute pourquoi alors que ça s'accumule. Bien sûr, mais c'est pas le fait de vouloir éviter que ça soit le cas. C'est le fait que ce n'est pas la même chose si, par exemple, nous avons quelqu'un qui agit, on va dire entre guillemets, sur ordre, d'accord, d'un groupe, d'une organisation terroriste, ou si c'est quelqu'un qui agit et qui utilise, j'allais dire, d'une certaine manière pour... cette rhétorique-là pour justifier des actes de folie. Vous comprenez bien que la différence, elle n'est pas seulement d'ordre. C'est souvent le cas quand même aussi, non? Non. Il ne faut pas parler de loup solitaire, parce qu'on s'aperçoit qu'ils sont toujours... On ne peut pas dire que c'est toujours le cas. Au moment du Bataclan, dans Charlie Hebdo, là, on avait affaire très clairement à des cellules. Non, attendez, on avait affaire à des cellules qui ont opéré sur ordre. Donc c'est pas que je veux le sous-estimer. Comprenez que simplement, c'est pas tout à fait la même nature en termes, j'allais dire, de dangerosité, non pas dans les faits, parce que là il y a eu 4 morts malheureusement, mais en termes de ce qui est un danger pour le pays. Donc c'est ça qu'il faut vérifier. Resserrer le contrôle des fonctionnaires de police. Là, très clairement. Est-ce qu'il faut l'étendre aussi à d'autres professions qui sont au contact du public, les chauffeurs de bus, les conducteurs de train? Mais déjà, vous savez que c'est très étendu. Et je vais peut-être vous choquer, mais je considère qu'il faut bien faire la part des choses. Autrement dit, vous pouvez à un moment donné avoir une vision intégriste de votre religion et même la pratiquer de manière intégriste. Ça ne fait pas forcément de vous un terroriste. Il faut faire attention à ça parce que sinon, par un effet par un effet de contagion, on va finir par considérer en réalité que toute personne, et c'est bien l'objectif justement de Daesh, c'est-à-dire de nous jeter les Français les uns contre les autres, on va pouvoir considérer que toute personne qui finalement ferait signe de religiosité, notamment sur une religiosité musulmane, pourrait être susceptible à un moment donné de devenir un intégriste et d'intégriste un terroriste. Oui. Je crois qu'il faut bien regarder que, fort heureusement, les personnes qui ont commis des actes en France sont des personnes très minoritaires, il y en a très peu. Très souvent, on s'aperçoit en plus qu'en général, c'était des nouveaux convertis, c'était même pas, c'était plutôt des gens qui venaient parfois du droit commun, qui venaient, etc. Donc, moi, mon souci, c'est d'éviter au maximum, à la fois évidemment que des gens comme ça agissent. Ça, c'est la question du renseignement. Il faut donner tous les moyens au renseignement. Donc, s'il faut durcir les conditions de surveillance, il n'y a pas de problème. Mais en même temps, il faut faire en sorte justement de ne pas entraîner les Français les uns contre les autres, parce que c'est ce qu'a voulu Daesh. Alors, un grand philosophe qui s'appelle Henri Pennaruiz, qui est un spécialiste de la laïcité, qui a une qualité reconnue mondialement, était un de vos invités à la France Insoumise. Et il a dit on a tout à fait le droit de ne pas aimer l'islam, comme on a le droit de ne pas aimer la religion hébraïque ou le catholicisme. Vous êtes d'accord avec ça? Ça avait jeté le trouble un peu dans Oui, non, mais pour tout vous dire, j'ai déjeuné avec Henri il y a très peu de temps, parce que c'est un ami, d'accord, et je ne suis pas d'accord avec les formules qu'il a utilisées. Puisque les formules utilisées, c'est revendiquer le droit d'être islamophobe, revendiquer le droit d'être judéophobe, etc. Je crois que tout ce qui est phobie, ça veut dire que vous avez, et il l'a dit lui-même dans une interview récemment, c'est une critique irrationnelle de la religion. Nous sommes plutôt d'une philosophie où la critique de la rationnelle de la religion est évidemment permise, l'anticléricalisme est permis, mais pas dès lors que nous sommes sur quelque chose qui est tellement irrationnel et tellement projeté sur une seule religion. Et je considère aujourd'hui que, pour des raisons qui sont liées au choc des civilisations, qui ont été... Que vous reconnaissez le choc des civilisations, oui, c'est les Américains qui l'ont développé, je rappelle, pour enrober justement... c'est pas Huntington n'était pas islamiste. Huntington n'était pas islamiste, c'est l'historien qui l'a développé. Bush n'était pas islamiste, vous vous rappelez. C'est eux qui l'ont basé sur l'idée qu'en réalité... Oui, c'est eux qui l'ont théorisé. L'Occident qui agressait, en disant que c'était... l'islamisme qui agressait. Non, mais je vous dis très clairement, le choc des civilisations, c'est-à-dire quelque chose qui sert à, j'allais dire, enrober de manière idéologique y compris des opérations militaires au Proche et au Moyen-Orient qui n'avaient souvent, en réalité, aucun rapport avec cette question. C'était souvent la question de possession de champs de pétrole, de questions énergétiques, mais on a enrobé ça par l'idée qu'en réalité, il y aurait un affrontement non plus entre le bloc communiste et puis le bloc capitaliste, comme ça a été longtemps, mais un affrontement entre culture, religion, etc. Donc cette idéologie-là, je pense qu'elle a été développée par les Américains. Elle a trouvé, vous avez raison, son répondant dans certaines théocraties qui se sont fondées dans ces pays-là, et ça a été un choc terrible. Moi, je pense que dès lors, on ne doit justement pas
tomber dans quelque chose qui serait le fait de pointer, de discriminer une religion particulière, parce que ça devient l'enrobage d'un nouveau racisme. Bon, donc vous n'épousez c'est pour ça que je pense que le terme islamophobie n'est pas bon. D'accord. Le terme islamophobie n'est pas bon, et il n'est pas bon non plus parce que, qu'on le veuille ou pas, de manière communément admise, je pense par exemple à quelqu'un comme l'historien Nouariel il y a peu de temps, mais aussi à ce qui se passe au niveau de l'ONU et même dans la plupart des médias. Aujourd'hui, c'est considéré comme un racisme vis-à-vis d'une religion. Donc je pense qu'il faut faire attention d'utiliser ces termes dans ces cas-là parce que ça choque. Et ça, il y a trop d'excès en France dans le débat, justement, quand on entend certains intellectuels et tout qui disent il y a possibilité d'avoir un grand remplacement où l'islam est vraiment une religion de conquête et qui menace les traditions et la culture française. Non, je ne pense pas. Je pense que l'islam est une religion donc c'est excessif de dire ça. Comment ? C'est excessif de le dire. C'est pas excessif, c'est faux et c'est en grande partie avec des fondements racistes, oui. D'accord. Bien sûr. Alors, je le disais, néanmoins, est-ce qu'il faut faire le ménage ? Parce qu'on s'est aperçu aussi que l'auteur des faits, la semaine dernière, fréquentait une mosquée où il y avait des discours extrêmement radicaux d'un imam. Est-ce qu'on est suffisamment vigilant en France sur les discours qui sont portés dans certaines mosquées ? Écoutez, moi, vous savez, la limite, elle est connue. Hein, c'est tout ce qui porte atteinte, finalement, qui peut être un délit, soit par volonté de développer de la haine de l'autre, etc. Donc, il faut les expulser, ces imams-là, quand ils sont étrangers ? On ne va pas expulser tous les imams étrangers. Et on va mais quand ils tiennent des discours comme ça. Mais quel discours ? Si c'est des discours de haine et des discours c'est des discours qui contreviennent, j'allais dire, à nos lois et à la question d'inciter à la haine, d'inciter y compris à la xénophobie ou à quelque chose qui s'apparente, bien évidemment, il faut sévir. Mais d'abord, il ne faut pas seulement les expulser. Dans ce cas-là, il faut fermer effectivement la mosquée en question. Mais j'allais dire que c'est vrai de tout intégrisme religieux dès lors qu'il tend justement à se transformer en prosélytisme pour de la xénophobie, pour pousser les uns contre les autres. Alors je le disais en introduction, il y a un débat sur l'immigration qui s'ouvre cet après-midi. C'est quoi ce débat ? C'est de la part du président de la République, puisque c'est lui qui l'a initié. Est-ce que c'est une nécessité de l'avoir, ce débat ? Ou est-ce que c'est plutôt de l'opportunisme électoral de sa part ? Non, je pense que c'est un opportunisme, et que je trouve que... Il y a quelque chose qui me pose problème dans ce qui est fait, c'est que, si vous voulez, le président de la République, aujourd'hui, a affaire quand même à des mobilisations montantes dans le pays, sur la question des retraites, sur la question de la santé, sur la question des politiques de services publics. On le voit depuis 1 an et demi. Et j'ai quand même l'impression qu'il remet la question de l'immigration au centre du débat pour un peu contourner le reste. Et je trouve que c'est quelque chose qui est malsain. Voilà, je le dis très clairement. Je pense qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de problème de l'immigration dans ce pays. On n'a pas de problème d'immigration ? Non, je pense qu'on a un problème d'accueil de l'immigration. C'est-à-dire que les conditions d'accueil... Non, d'abord les conditions d'accueil. C'est-à-dire que si vous regardez la façon dont nous accueillons les gens qui arrivent en France, ce n'est pas digne de la 5e puissance économique au monde. Par exemple, Paris est une des seules capitales qui n'a pas un centre d'accueil digne de ce nom où les gens peuvent être accueillis, hébergés dans l'urgence, le temps qu'on règle administrativement les questions. Ce qui fait qu'on a aujourd'hui des migrants dans ma circonscription, Porte de la Chapelle, Plaine Saint-Denis, qui sont sur les trottoirs, avec non loin d'entre eux des trafiquants de crack, et qu'évidemment tout ça crée de la marginalité. Mais c'est les conditions d'accueil, c'est pas les conditions. On n'a pas de vague submersive de migrants. Il ne faut pas dire ça aujourd'hui dans le pays, c'est pas vrai. Vous n'attendez pas de mesures, par exemple, qui limitent les conditions d'accès à l'aide médicale d'État ? C'est-à-dire que si on veut reprendre les recettes du Rassemblement du Front National, dans ces cas-là, la porte est ouverte. Non, c'est une mesure qui est stupide à deux titres. D'abord pour la santé du pays en général, parce que je vous rappelle que les microbes, les virus, ça ne regarde pas la couleur de peau, ni votre statut. Donc si vous ne soignez pas une partie de la population, une autre partie en subit les conséquences. Et deuxièmement, comme au bout d'un moment, quand même, quelqu'un qui est malade, si sa maladie s'aggrave, on va finir quand même par s'occuper de lui, parce que je pense qu'il y a quand même encore des devoirs humanitaires qui existent. Ça risque plutôt de coûter plus cher. Donc non, l'AME, c'est enlever l'AME, ce serait une idée stupide. L'instauration de quotas pour l'immigration régulière, cette fois. Je ne crois pas que ça soit ça qu'il faille, non. Je crois que il faut regarder objectivement les choses, d'accord ? Nous sommes aujourd'hui loin d'être un pays qui accueille beaucoup de migrants. Nous sommes, il y a M. Errand qui est professeur... Non, oui, ils augmentent, mais par rapport à un retard qu'on avait très très important par rapport au pays. Donc si on regarde M. Errand, qui est professeur au Collège de France, qui vient de sortir pas mal de chiffres là-dessus, on s'aperçoit qu'au nombre d'habitants, on est à peu près au 11e rang en Europe. Donc vous voyez qu'on est loin d'être dans la moyenne haute, contrairement à ce qu'on peut dire. Et donc il faut regarder objectivement.
un, le droit d'asile. Deux, on a une situation de cause, notamment climatique, de gens qui arrivent dans nos pays, qui sont bien moindres que les migrations entre les pays du Sud, qui sont beaucoup plus importants que les migrations vers les pays de l'Océan. On n'en fait pas assez, en fait, pour vous. Ah, je pense qu'en termes d'accueil, des gens qui arrivent, oui, on doit faire mieux. Et on pourrait en accueillir aussi. Plus. Comment ? Et on pourrait en accueillir plus. En tout cas, aujourd'hui, si je regarde le nombre de gens qui arrivent, on est loin d'être submergé par l'immigration. On est avec Éric Coquerel, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, et on continue avec Jean-Baptiste Sémergent et vos questions. Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour Yves, bonjour Éric Coquerel. Alors c'est une première question, c'est Robert. Robert propose que la France Insoumise lance une campagne pour fédérer la gauche. Ça vous dit? C'est une bonne idée? Nous, on parle plutôt de fédérer le peuple, vous savez, parce que si fédérer la gauche, sous le terme de gauche, on peut tout entendre. Si l'idée, c'est de refaire l'union de la gauche du Parti socialiste qui a largement, caricaturé le terme de gauche en faisant en réalité une politique libérale jusqu'à nous, je ne pense pas que ça va répondre à ce qu'attendent les gens. Par contre, fédérer le peuple sur des valeurs qui sont celles du partage des richesses, du partage du temps de travail, de l'intérêt général, de la planification écologique, oui. Alors ce sont effectivement des valeurs de gauche. Et vous y arrivez? Pas suffisamment. C'est la faute à qui? Est-ce que Jean-Luc Mélenchon, en prenant un discours assez radical, justement, ne s'est pas déporté vers l'extrême gauche? Non, je ne crois pas. Non. C'est la bonne stratégie, Jean-Luc Mélenchon, celle qu'il a adoptée. Mais c'est quoi la stratégie, Jean-Luc Je vous la pose. Alors, ne me demandez pas. Il n'a pas tellement réussi à rassembler. Il avait un discours qui était plutôt nous et les autres. Attendez, regardons par rapport au temps un peu long, d'accord. Quand un mouvement comme le nôtre arrive à avoir un candidat qui a presque 20% au présidentiel. Oui, mais ça, c'est de l'histoire. On verra bien à l'avenir si c'est de l'histoire. Vous savez, il y a des moments où vous avez des variations selon les élections. Mais en tout cas, on est parti très fort. On a un groupe de députés à l'Assemblée nationale, un groupe de députés, on a des députés au Parlement européen. Donc moi, je ne trouve pas que sur le temps long, ce que nous avons mis en place soit en échec. Par contre, on a eu effectivement un trou d'air, on va appeler ça comme ça, au moment des européennes, pour plusieurs raisons. Donc il faut y faire face. La première, c'est que tout ce qui s'est passé en termes, j'allais dire, de traitement que nous a fait le pouvoir, c'est-à-dire les perquisitions, le fait de nous attaquer quand même assez durement, a eu des impacts très clairement. Mais la réaction à ces perquisitions n'était peut-être pas aussi adaptée. Mais moi, ce que je ne pense pas adapter d'abord, c'est le fait qu'on ait perquisitionné un mouvement politique d'opposition comme si il s'agit de narcotrafiquants. Ça, c'est le principal problème. Moins que la réaction qui a été celle de personnes qui ne comprenaient pas pourquoi ils ne pouvaient pas assister. Vous l'avez approuvé, la réaction J'étais sur place. Brutale de Non, elle n'était pas brutale. Elle était vive. De colère. Elle était de colère. Elle n'a pas été de brutalité. Il n'y a pas de violence physique. D'ailleurs, le procès qui a eu lieu récemment. Mais ce que j'approuve, c'est le fait que nous on ne se laisse pas faire quand on est perquisitionné comme des malfaiteurs. Ça, c'est un premier point. Et puis le deuxième point, je crois, c'est que, si vous voulez, nous avons dans toute l'Europe aujourd'hui une période, nous on appelle ça destituant, c'est-à-dire qu'une remise en question, une remise en cause de l'oligarchie, une remise en cause du système, etc. Force est de constater. De la représentativité. Force est de constater que pour le moment, si je regarde à l'échelle européenne, ça part plus vers l'extrême droite, d'accord, où les gens ont l'impression, faussement, parce que c'est une fausse solution, que l'extrême droite porte plus qu'à, plutôt que des forces comme nous. Donc ça, il faut en tenir compte, et il faut, je crois, continuer à travailler, être pédagogique, être capable de trouver des débouchés politiques, être capable aussi, j'allais dire de plus en plus, de travailler sur un projet qui soit une alternative au capitalisme tel qu'il est aujourd'hui. Je crois que ça aussi, il faut y travailler. Moi, je propose l'écosocialisme, par exemple, c'est-à-dire à la fois la question sociale et écologique, mais ça, c'est des choses sur lesquelles nous devons effectivement continuer à construire. Le capitalisme, c'est l'ennemi. En tout cas, c'est celui qui nous le capitalisme dans sa version financiarisée, mondialisée, qui a qu'une priorité, c'est les cours de la bourse, etc. Ça nous emmène dans le mur de manière évidente. Autre question. Alors vous parlez de mobilisation collective. Blanc vous interroge sur la mobilisation d'insoumis chez les Gilets jaunes. Est-ce que vous en avez vu beaucoup? Vous faisiez partie des manifestations? Oui, bien sûr. Il y a beaucoup d'insoumis Gilets jaunes. Quand vous avez 20% de personnes, c'est-à-dire 7 millions d'électeurs, si je ne me trompe pas, qui votent Jean-Luc Mélenchon, inévitablement, et que des gens expriment une colère sociale, vous imaginez bien que ces gens vont se sentir concernés, se sentir impliqués dans la colère sociale. Oui, bien sûr, il y en a beaucoup. Et vous pensez que vous leur parlez aujourd'hui? Vous arrivez à leur répondre? Justement, c'est les insoumis Gilets jaunes et aux Gilets jaunes aussi. Mais les Gilets jaunes, c'est un peu vaste, c'est-à-dire comme définition. C'est-à-dire que c'est un mouvement qui est né au départ d'un refus d'une taxe injuste, celle qui
qui ne touchait que les personnes qui étaient contraintes de prendre leur véhicule, etc., alors qu'on laisse de côté les avions, on laisse de côté les industries les plus polluantes, et puis qui s'est transformé, j'allais dire, en une réaction assez globale sur l'injustice sociale. Voilà, donc on a parlé une partie des Gilets jaunes, très clairement. Bon, est-ce qu'on a parlé à tous les Gilets jaunes? Vous savez, dans les Gilets jaunes, il y avait, y compris d'un point de vue partisan, beaucoup de choses. Certains étaient, par exemple, pour l'extrême droite, on le sait. Bon, voilà, mais je pense qu'on a été quand même assez en phase avec ce mouvement. Peut-être pas suffisamment, mais assez en phase, oui. Autre question. Alors, Genton rappelle que vous êtes député de Seine-Saint-Denis. Quel est votre bilan pour le moment? Le logement, notamment, Genton parlait beaucoup du logement et de l'insécurité. Deux sujets qui sont effectivement mon bilan, je ne suis pas au gouvernement, donc... vous êtes député. Non, mais oui, non, je suis votre député, action. mais malheureusement, je ne fais pas les lois. Je les vote, mais malheureusement, oui. Écoutez, moi, ce que j'essaye de faire, en tout cas, tant que faire se peut, c'est... d'essayer, si de pointer les problèmes, à certainement de les résoudre. Donc vous avez raison de dire que le logement est un problème numéro 1 en Seine-Saint-Denis, partout, mais en Seine-Saint-Denis. Il est de plus en plus cher, il y a de plus en plus de logements insalubres, il y a de plus en plus de gens qui ne trouvent pas de logements sociaux parce qu'on a une politique qui vise plutôt à le diminuer. Voilà, donc j'essaye de résister, de me battre avec ces gens-là, de faire monter leurs revendications. J'essaie de régler à certains moments individuellement le cas de problème de gens qui vivent dans les logements indignes. Mais c'est vrai que le problème est plutôt, du côté de la loi. Et du côté de la loi, malheureusement en France, aujourd'hui, tout est plutôt fait pour la cherté du logement plutôt que l'inverse. Puisqu'on est en Seine-Saint-Denis, quel regard vous portez sur la possible candidature d'Alexandre Benalla dans la ville de Saint-Denis? Non, ça, vous ne tombez pas dans le panneau. Non. Ah, mais moi, je ne tombe pas dans le panneau, je vous pose la question. Voilà, je vous dis aujourd'hui qu'à mon avis, il ne sera pas candidat. Vous verrez, c'est de la communication. C'est une manière pour lui qu'on parle d'autre chose que les affaires pour lesquelles il a été devant la justice. Dernière question. Dernière question. Alors, c'est MB. MB, il vous reproche d'avoir envahi la basilique de Saint-Denis et le Panthéon à Paris avec des sans-papiers. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de ces opérations médiatiques? Alors, on n'a pas envahi la basilique. Vous comprenez l'étonnement de ces internautes? Oui, enfin, on n'a pas envahi la basilique de Saint-Denis. À Saint-Denis, il y a eu une cinquantaine de sans-papiers. Ils l'avaient déjà fait il y a quelques années, y compris avec l'accord des personnes des religieux de la basilique. Ils se sont installés au centre pendant 1 heure pour dénoncer la situation qu'ils auraient faite. Ils en sont ressortis après, donc c'est pas envahir. J'ai entendu d'autres gens parler de profaner la basilique, c'est rien de tout ça. C'est à un moment donné considérer qu'un lieu d'asile, puisqu'on a longtemps les églises ont été des lieux d'asile, pouvait à un moment donné aussi permettre que s'exprime la misère du monde et les gens qui sont traités de manière la plus discriminatoire possible. Donc c'était pacifique, c'était très local, on en est sorti. Moi je les ai accompagnés pendant une quinzaine de minutes pour dire que je comprenais leur situation. Voilà ce que vous appelez l'envahissement. Vous voyez que et le Panthéon soft. Le Panthéon, je ne suis pas rentré dedans, si vous voulez savoir, j'étais à l'extérieur, et là aussi c'était une occupation symbolique, les gens en sont sortis. Pas mal de gens d'ailleurs se sont retrouvés après réprimés de manière assez dure par la police, ce qui fait que je suis réintervenu. Vous savez, je crois que y a une chose, c'est que quand des gens comme ça estiment que la République les traite mal, et c'est vrai que la République aujourd'hui traite de manière très inégalitaire, ce qui est contradictoire avec ses principes, une grande partie de notre population, aller dans un lieu justement des grands hommes de la République pour dire, pour regretter cette situation, finalement de manière symbolique, je pense que c'est une manière de reconnaître que les principes de la République, s'ils s'appliquaient réellement, nous éviteraient bien des désagréments, mais ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Éric Coquerel, merci pour toutes vos réponses. Merci aux internautes, à Jean-Baptiste Sémerjian de vous être fait leur intermédiaire. Et à demain, si vous le voulez bien.